Hop. Bonjour à toutes et à tous. Tu m'entends bien, Joyce? Oui, je t'entends bien. Ouais, super. Je vérifie juste qu'on est bien lancé sur toutes les plateformes. Hop. D'accord. Check. Ah oui, je vois personne. Ok. Hop. On va attendre un petit peu que les gens puissent se connecter. Il se peut aussi qu'il y ait un petit décalage. D'accord. Hop. Alors, sur LinkedIn, on a l'air OK. Check. Et surtout qu'on m'entend bien. J'ai pas de micro. J'espère qu'on m'entend bien. Écoute, moi, je t'entends parfaitement. S'il y a quoi D'accord. que ce soit, pareil, les gens, faut pas qu'ils hésitent à interagir dans le chat pour nous dire s'il y a besoin de répéter quelque chose ou quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Hop, il y a quelques personnes, donc bienvenue. Je vais commencer par vous accueillir tous. Hop. Donc, bienvenue dans ce nouveau live de Priorise. Donc, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un temps de pause et de prise de recul et surtout de réflexion sur votre posture d'accompagnant. Donc, si vous êtes ici, c'est sans doute que vous accompagnez les autres donc avec passion, que vous soyez coach, thérapeute, naturopathe ou tout autre praticien du bien-être, et que parfois vous ressentez peut-être un trop-plein, une forme d'épuisement ou d'instabilité émotionnelle. Et donc aujourd'hui, on va justement explorer comment soutenir sans s'épuiser en s'appuyant sur une ressource qui est très précieuse mais souvent négligée. Donc c'est l'intelligence somato-émotionnelle. Donc pour ça, j'ai la grande joie d'accueillir Joyce, qui est naturopathe et gestalt thérapeute et qui accompagne aussi des professionnels comme vous dans des espaces de supervision. Donc Joyce va nous partager des éclairages concrets, des outils, des exemples de cas vécus aussi. Et on vous a aussi préparé un petit quiz d'autodiagnostic que vous pourrez remplir à la fin du live pour mieux comprendre où vous en êtes dans votre posture, tout simplement. Donc, vous pouvez bien sûr réagir dans le chat, poser vos questions à tout moment. On prendra un petit temps aussi pour y répondre. Et maintenant, je vais te laisser la parole, Joyce, pour entrer dans le cœur du sujet. Merci. Merci, Marion. Super. Ouais, tu vois la présentation, c'est OK pour toi? Oui, je la vois, mais alors, j'ai pas le contrôle. Eh oui, c'est moi. Oui, d'accord. Donc, voilà, je te donne le contrôle. Mais c'est pas évident, hein. Donc, voilà. Ça va bien se passer. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Alors, bonjour à tous. Ça me fait toujours quelque chose quand je parle à un ordinateur et je vois pas des visages. Donc, j'aimerais bien être dans une salle avec 500 personnes devant moi. Mais bon, c'est comme ça et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et Marion, s'il te plaît, n'hésite pas si voilà, tu vois que je m'attarde sur quelque chose. Oui. J'adore papoter avec vous, donc ça me fait très plaisir de vous transmettre tout ce que je sais et comment vous donner quelques tips, pour pouvoir des petits outils pour que ça puisse vous aider aussi. Et voilà, donc je vais essayer de rester restreinte dans le timing. Oui, dans tous les cas, ils pourront te contacter aussi si vous pensez à des choses, même après le live ou pour ceux qui regardent le replay. Ça sera tout à fait possible de contacter Joyce pour lui poser toutes vos questions. Alors le but aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble comment je peux vous soutenir sans s'épuiser et comment on peut être connecté à notre intelligence psycho-émotionnelle comme boussole de l'accompagnement. Next, J'ai compris. next slide, bitte. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Joyce et donc je suis franco-libanaise, mais je suis actuellement en Allemagne et j'ai un cabinet en Allemagne. Donc, j'ai un cursus scientifique pur, un master en nutrition, une thèse en génétique humaine. Mais après, avec le temps, j'ai voulu explorer d'autres voies. C'était la voie dont j'ai l'habitude que ma grand-mère et ma maman ont utilisée, qui sont les plantes. Donc, j'ai décidé de devenir naturopathe heilpraktiker, dont la formation que j'ai faite en France aussi. Et en parallèle, j'ai fait aussi la psychothérapie Gestalt. J'ai commencé moi-même en tant que cliente de Gestalt. J'avais 26 ans à l'époque, donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai fait des séances de groupe, des séances de one-to-one.
Et après, j'ai décidé de continuer dans ce cursus parce que ce soit la psychothérapie ou l'accompagnement en naturo, les deux m'ont aidé à pouvoir régler des chocs émotionnels que j'ai eus dans ma vie. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit aussi des thérapeutes, ou ce soit des clients aussi que ce soit en naturopathie ou en gestalt thérapie. Et j'englobe tout ça avec la psychosomatique. Je m'intéresse énormément. Donc, on part du symptôme, on part d'un blocage et puis on travaille l'ici et maintenant en reliant tout ça au passé. Voilà un petit peu sur moi. La prochaine slide, s'il te plaît. Alors, comment on peut ajuster sa posture afin d'accompagner avec justesse les situations complexes tout en gardant son centrage et son alignement, même face à des clients exigeants ou déstabilisants. Donc, j'aimerais juste un petit peu savoir quelle profession vous êtes. Comme ça, au fur et à mesure du live, je peux un petit peu vous aiguiller plus dans le côté naturo, plus côté coach, thérapeute, psychothérapeute, donc que je puisse vous donner des exemples concrets un petit peu. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat quelle est votre profession et n'hésitez pas aussi à dire quelle est la problématique que vous avez aujourd'hui eue avec un client, avec un groupe ou qui vous a un petit peu aussi déstabilisé. Ça m'intéresserait de savoir. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce que nous allons voir ensemble, c'est comprendre les vraies sources de la fatigue, identifier les pièges invisibles, explorer le rôle du thymus. Je vais vous dire pourquoi. C'est important. Je travaille énormément avec le thymus. Je vais vous expliquer c'est quoi le rôle de cet organe brièvement et comment découvrir des pratiques concrètes et actionnables. La prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, pourquoi on s'épuise? Tout d'abord, il y a une charge émotionnelle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand en médecine traditionnelle chinoise, je pense juste, Marion, que peut-être que nos photos, là, les petits, ou c'est peut-être chez moi, on cache la diapo. Je ne suis pas certaine qu'on puisse voir toute la diapo, ou c'est peut-être chez moi. Alors, je vérifie. Je vais peut-être, moi, m'enlever comme ça. On gagnera de l'espace. Ou peut-être éventuellement passer comme ceci. Oui, et puis moi, je fais un petit zoom pour voir les slides. D'accord, merci. Un peu mieux. Alors, en fait, c'est quoi la charge émotionnelle? Donc, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, tous les processus biologiques qui se déroulent en nous sont sains lorsque le yin et le yang sont en harmonie. Donc, quand on a notre partie gauche et notre partie droite qui sont en harmonie, donc tout se passe bien. Sauf que il y a fatigue, et c'est-à-dire quand on est fatigué, on va absorber la douleur d'autrui. On va peut-être aussi projeter son histoire personnelle sur autrui. On peut sentir des symptômes, c'est-à-dire on peut ressentir l'insomnie, on va ruminer non-stop et on va somatiser, c'est-à-dire on va attraper des rhumes répétitifs par exemple. Donc si l'énergie yang est maintenue, c'est-à-dire l'énergie masculine, elle est maintenue, mais que l'énergie féminine équilibrante, elle fait défaut, par exemple, il va y avoir un excès relatif par rapport au yang. Donc il y aura un excès aussi hormonal dans notre corps et vice-versa. Donc la partie yang, c'est la partie qui met la limite, qui dit non, qui prend en considération les émotions comme un contenant, comme un contenance, et le yin, c'est le contenant. Donc on est toujours l'un avec l'autre, c'est ça notre balance. Prochaine slide, s'il te plaît. Pourquoi aussi on s'épuise? C'est parce qu'on est aussi isolé. Alors moi, par exemple, à ce jour, même après plusieurs années, je suis toujours en supervision. J'ai toujours des séances de supervision pour bien réguler où j'en suis moi-même. Aussi, par exemple, j'ai une question par rapport à une cliente ou un client qui bloque un petit peu pour voir, parce que parfois ça peut refléter par rapport à mon histoire, par exemple. Ou même, par exemple, en naturopathie, quand on a toujours besoin de pairs. Donc, j'ai un petit doute, par exemple, à tel ou tel champignon médicinal. Donc, j'appelle le représentant français voilà, pour demander quelques conseils. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et de fil en aiguille, on échange. Donc, c'est toujours des échanges. Personne n'est en haut, personne n'est en bas. On est toujours à équivaut.
Donc, les praticiens sont souvent isolés face à des situations complexes, sans supervision formelle. Donc, exprimer ses doutes dans un espace sécurisé permet de clarifier ses perceptions et de rester présent dans l'accompagnement. Et le soutien entre collègues ne se réduit pas, par exemple, à un groupe WhatsApp, comme on voit aujourd'hui avec des naturaux, herboristes, et on échange des cas comme ça. C'est un petit peu brouillon, j'appelle ça. C'est bien, mais c'est pas vraiment sécurisant. C'est pas vraiment, on détaille pas vraiment notre posture dans des groupes comme ça, ou juste un simple partage comme ça. Donc, il s'agit d'échanges structurés, réguliers, réflexifs, où chacun peut recevoir des retours, des conseils et des perspectives multiples. Donc, ces moments favorisent la confiance, la vigilance et une pratique consciente tout en réduisant l'isolement professionnel. Prochaine slide, s'il te plaît. Pourquoi aussi on s'épuise? C'est parce qu'on a une posture qui est floue. Donc, elle est où exactement notre boussole? Qu'est-ce qui guide notre choix? Donc, il peut y avoir le glissement des rôles, par exemple. Donc, il est très facile dans la relation d'accompagnement de passer inconsciemment du rôle de praticien à celui du sauveur. On est tout le temps en train de sauver l'autre. Que ce soit sauveur ou bien on a un rôle parental ou un rôle on est amis, ce qui peut brouiller la relation et générer des attentes inappropriées. Autre chose, c'est des confusions du soi et de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un processus, on est en mouvement. Donc, il y a cette dynamique entre nous, le client, entre nous, le groupe. Cette dynamique reflète la difficulté à distinguer ce qui m'appartient à moi, donc mes émotions, mes responsabilités, de celui qui appartient à l'autre. Donc, ses choix, ses émotions, son chemin. Cette métaphore biologique, donc à l'image du thymus qu'on va voir, qui distingue le soi du non-soi. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Il est essentiel pour le praticien de maintenir des limites claires afin de protéger son intégrité tout en accompagnant efficacement l'autre. C'est juste pour vous, je ne fais pas de sciences, je ne fais pas de cours de biologie, non, c'est juste pour vous dire que nous sommes un être multidimensionnel. Donc, je pars du principe je suis un être multidimensionnel, non seulement corporel, non seulement énergétique, mais aussi on a vécu, on a plusieurs parties de nous, on a plusieurs enfants de nous et je pars du principe qu'on a vécu plusieurs vies. Voilà, c'est mon principe à moi. Mais ce qui est un vrai principe, c'est le thymus. C'est-à-dire ce que je vous montre là, ce que vous voyez, la petite ici, le thymus à ce niveau-là. Donc, en fait, quand on est en stress perpétuel, un stress chronique, donc ce qui va se passer, c'est que le taux d'hormones va être élevé ou sinon même il peut être très bas. Et donc, on va avoir des troubles endocriniens, des troubles hormonaux. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir apparaître des symptômes. Prochaine slide, s'il te plaît. En fait, c'est quoi le thymus? En quelques mots, le thymus, c'est, si on veut parler plus énergétiquement, le thymus est l'organe qui va relier toutes nos parties qui nous constituent, que ce soit les enfants qui nous constituent, que ce soit les parties adultes qui nous constituent, que ce soit les parties karmiques, toutes les parties sont reliées au niveau de notre thymus. Et le thymus est un organe où il y a notre petite lumière et où il y a notre centrage. Donc, plus on se recentre au niveau de thymus et plus on ressent, il y a un apaisement corporel. Sur le plan biologique, en fait, le thymus est un organe qui va jouer un énorme rôle dans le système immunitaire. Et donc, c'est lui, en fait, qui, quand on est exposé à une exposition de cortisol, donc on est en stress chronique, il y a eu une étude qui a prouvé qu'il peut y avoir une atrophie du thymus en réduisant son efficacité et en fragilisant son système immunitaire. Pas que. Il va y avoir, donc qui dit système immunitaire, on va relier tout notre système endocrinien, hormonal, etc. Donc ça, je vous dis ça juste pour vous illustrer à quel point notre bien-être émotionnel et psychologique est intimement lié à notre santé physiologique. Next slide, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de next slide. Non, encore? Ah oui, ici, merci. En fait, le thymus au niveau psychosomatique, il va symboliser
pour ceux qui... j'ai mis beaucoup de notes pour ceux qui vont revoir le live, comme ça vous avez une diapo complète, mais c'est juste pour vous dire qu'au niveau psychosomatique, le thymus va symboliser l'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions. Donc, prendre soin de soi et poser nos limites renforce notre santé et notre capacité à accompagner les autres, bien au-delà de simples moments de détente, par exemple méditation, un petit peu de yoga par-ci, par-là, etc. Ce qui est très bien, mais parfois, malgré tout ça, je vois encore, par exemple, des profs de naturo qui sont quasiment malades. Et je me questionne sur le processus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de tomber souvent malades? Voilà. Donc, avec la Gestalt thérapie, elle nous invite à reconnaître, donc, d'une part, nos limites et de rester présent à nous-mêmes. On ne peut pas tout pour l'autre. Et on se protège de cette manière, on se protège physiquement, sur notre santé physique, mais aussi émotionnellement. Next slide, merci. En fait, je dis les 3 pièges silencieux, mais il y a plein de pièges en ce moment. C'est pas, je vous donne 3 exemples, enfin 3 pièges, mais il y en aura plein qu'on peut voir si vous avez envie de continuer. Après, on pourra voir tout ce qui peut se cacher, en fait, derrière la relation thérapeute-coach et son client ou son groupe. Donc, je pars du principe que nous sommes dans une porte tournante. Donc, quand on est dans un conflit, on peut tourner dans une porte et on ne remarque pas et on a du mal après à s'extraire et à prendre du recul et voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi le processus qui s'est joué à ce moment-là? Donc, les 3 pièges, on va parler de l'automatisme relationnel, de la fusion avec l'autre et de la projection sur l'autre. Prochaine slide, merci. Donc, l'automatisme relationnel, donc en fait, en Gestalt thérapie, il y a une habitude de relation répétée qui se crée pour se protéger ou pour garder le lien. Et en fait, elle a été utilisée dans le passé par le client, par exemple, parce que c'est une sorte de... On veut garder le lien. Mais aujourd'hui, ça, le fait qu'il y ait cette... de créer et garder ce lien-là de façon automatique, ça peut devenir très rigide. Et ce n'est pas, on n'est pas en mouvement et donc on n'est pas en train de donner au client le nécessaire afin qu'il apprenne à grandir par lui-même. Et donc, en fait, elle va empêcher d'être pleinement soi et d'entrer en relation vivante, authentique avec notre client. Donc, en fait, l'automatisme relationnel, il naît dans des contextes où certaines émotions ou besoins ou paroles n'ont pas pu être accueillies. Donc, l'enfant apprend alors des stratégies pour rester en lien. Un enfant, il veut rester en lien avec ses parents, peu importe la relation, qu'elle soit toxique ou pas, on garde cette relation avec ses parents. Donc, se taire, ou bien on veut plaire, ou bien on veut sauver, ou bien on fuit. Par exemple, un client qui arrive en retard au rendez-vous, et c'est répétitif, pas une fois, répétitif. Ça a un sens. 5 minutes, parfois 10, parfois 3, parfois 4. Pourquoi? On questionne, qu'est-ce qui se passe? Malgré que cette personne-là a décidé d'entamer un travail sur elle-même, mais quand même, elle est toujours en retard. Donc, on questionne, cette personne, elle est en train de fuir. Ou bien se fondre, de faire exactement ce qu'on demande sans questionner. Parce qu'on a le droit de questionner le thérapeute, on a le droit de questionner le naturopathe, on a le droit de dire « Ah bah vous me conseillez ça, mais je n'aime pas le goût, vous ne pouvez pas me donner autre chose ou bien vous me donnez trop de choses par exemple. » Voilà, on a le droit de questionner. Et avec le temps, en fait, ces stratégies deviennent des habitudes inconscientes. Un exemple concret, un coach accompagne un manager en difficulté. Chaque fois que le manager va exprimer sa souffrance, le coach se sent poussé à trouver des solutions, à rassurer et à porter la problématique à sa place. Donc, en fait, le coach va avoir cette envie de sauver la personne. Donc, on ne donne pas le temps vraiment à la souffrance de s'exprimer. Certes, la souffrance fait mal, mais il faut lui donner la place. Donner des solutions à gogo comme ça peut être très frustrant pour nous et pour le client, parce qu'après, le client ne va pas comprendre, il a besoin peut-être de la place, et donc on va prendre nous-mêmes sa frustration. On va absorber nous-mêmes sa souffrance. Et donc, cet automatisme peut venir d'une histoire personnelle
ou aider l'autre était une manière de garder le lien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le coach limite la responsabilité du client, donc le client ne prendra pas ses responsabilités. Il va empêcher l'exploration authentique et risque à la fin de s'épuiser. Donc, le travail qu'on va faire, c'est on va repérer l'attention corporelle ou l'urgence à répondre. Alors, pourquoi on est toujours au tac au tac? Qu'est-ce qui se passe quand on répond comme ça au tac au tac? Donc, on travaille ça. Ralentir et rester en contact avec ce qui se vit ici et maintenant. Accepter le silence. Parfois, le silence est frustrant. Et quand vous êtes en silence, vous allez parfois peut-être aussi remarquer, on est en mouvement, ou vous allez voir, vous pouvez détecter par le mouvement corporel. Soit il y a un mouvement trop répétitif, on est en agitation. Donc, et puis là, on questionne le processus. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, donc, expérimenter la posture de l'autre. Donc, laisser de l'espace au client, accueillir son ressenti sans agir à sa place. Deuxième piège, c'est la fusion avec l'autre. Il y a une perte de distinction entre soi et l'autre, que ce soit en pensée, en émotion, et les besoins se mélangent. Souvent, c'est né de l'enfance aussi pour maintenir un lien. La conséquence, c'est qu'il va y avoir des difficultés à exprimer ses besoins, il va y avoir des relations déséquilibrées et encore une fois, une frustration. Donc, prendre conscience de cette fusion, ressentir son corps, expérimenter la différenciation et développer des relations authentiques. C'est-à-dire qu'on peut être empathique. C'est pas faux d'être empathique, mais quand on est empathique jusqu'au moment où on absorbe comme une éponge, surtout pour les hypersensibles, on absorbe parce qu'on veut sauver. On revient toujours à cette posture de sauveur. Donc on se fusionne et on est confus de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Par exemple, une fois quand j'accompagnais, plusieurs fois hein, quand j'accompagne, donc je questionne toujours le processus, qu'est-ce qui se passe? Et je dis à la personne, là, j'ai un mal de crâne, j'ai un mal de tête. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe pourquoi je ressens ça? Parce que j'ai tendance à ressentir ce que l'autre ressent. Mais c'est pas moi, c'est ce que ressent l'autre. Et parfois, la personne, elle a tellement peur, et le mal de tête, c'est des peurs qui sont cachées, en fait. Soit elle veut fuir, et donc, du coup, ok, je comprends que vous voulez fuir la situation, mais qu'est-ce qui se passe? On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Donc, questionner le processus. Et après, petit à petit, la personne va s'ouvrir, ou le groupe aussi va s'ouvrir. Il y a toujours un dans le groupe qui va commencer. Mais c'est très important d'installer une sécurité, parce que plus on est dans un endroit sécur, et plus la personne va se sentir à l'aise pour s'ouvrir. Donc, un autre exemple, next slide s'il te plaît. Non, une slide avant, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est un exemple, donc voilà, je ne donne pas des noms, c'est un faux nom. Hein. Donc Clara, naturopathe, reçoit un client hyper stressé. Elle reçoit sa tension comme si c'était la sienne. Sans s'en rendre compte, donc Clara va confondre ses ressentis avec ceux du client. Elle ajoute toutes ses recommandations à ce qu'elle croit que l'autre vit, au lieu de rester centrée sur son rôle et ses propres limites. Donc la conséquence, c'est qu'elle va s'épuiser émotionnellement et physiquement. Le client va devenir dépendant de ses conseils au lieu de développer sa propre autonomie. Donc il y a un manque de sécurité. Donc le client va dire oui, oui, je fais, oui, oui, je fais. Mais le client, il est aussi en train, de part d'une peur non réglée, parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans le processus relationnel. Et donc, il ne va pas exprimer son besoin et par peur. Et donc, il va partir de chez la naturopathe frustrée. La relation se déséquilibre et Clara a perdu son recul professionnel. Donc, le but, c'est de prendre conscience dans la séance de ce mouvement de fusion, d'identifier ses propres émotions et sensations corporelles pour marquer une limite, expérimenter la différenciation, donc rester empathique, mais sans se laisser envahir. On ne peut pas sauver tout le monde, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on peut sauver personne. Et maintenir une relation authentique, vivante et équilibrée où le client reste acteur de son processus. Troisième piège, c'est on projette sur l'autre. C'est un mécanisme où l'on attribue à l'autre des émotions, pensées ou intentions qui nous appartiennent sans en être conscient.
C'est un mécanisme automatique de défense qui permet d'éviter de reconnaître certains aspects de soi. Les relations vont être encore une fois faussées, il y a des malentendus, on va créer des conflits et une difficulté à prendre une responsabilité de ses émotions. Donc, prendre conscience de ce qui m'appartient, différencier ses émotions de celles de l'autre et intégrer et assumer ses ressentis pour établir une relation authentique et équilibrée. Je ressens que, j'observe que, on dit ça aux clients, on dit ça au groupe, je ressens que, j'observe que, qu'est-ce qui se passe? Et attendez de voir ce qui se passe. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, en fait, il y a un patient ou un client qui arrive en séance et il dit à son thérapeute, je sens que vous êtes agacé par moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le thérapeute a tendance à directement faire? À prendre ça pour lui. Mais en réalité, c'est le patient lui-même ou le client lui-même qui ressent cet agacement ou de la colère, mais il n'ose pas la reconnaître. Et il va attribuer cela au thérapeute. Donc, il est dans son cercle vicieux, il est dans sa porte tournante, il a une maladie du foie et il a du mal à reconnaître qu'il a énormément de colère en lui. Donc, il va projeter cela sur son thérapeute. Et qu'est-ce que le thérapeute va faire? Il va absorber cela. Et donc, la relation thérapeutique va être faussée. Le patient, le client va éviter de prendre sa responsabilité de son propre ressenti. Et donc, le thérapeute risque d'être mis dans une position qui ne lui appartient pas. Donc, le but, c'est d'inviter le patient à explorer. Qu'est-ce qui se passe? Et si cet agacement vous appartenait, que se passe-t-il pour vous aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant? Aider la personne à prendre conscience que la colère est en lui. Soutenir l'intégration de cette émotion pour qu'il puisse l'assumer et l'exprimer dans un cadre ajusté, en confiance. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, le but, c'est comment rester aligné. Donc, il y a des petits rituels de début, de fin de séance, c'est-à-dire on peut respirer, revenir au corps, juste 2 minutes suffisent, ou même 1 minute suffit juste pour faire, comme vous tous le savez, tout ce que la respiration 4-6 ou 5-8, il y a plusieurs techniques de respiration, vous choisissez celle qui vous convient le plus. Et surtout au niveau énergétique, on peut couper les liens énergétiques dans l'invisible avec son client ou sa cliente. Et ici, ce qui est très important et ce que moi j'utilise, et ça fonctionne énormément, c'est toujours de se relier à son soi au niveau du thymus. Et quand on se relie à son soi, on relie aussi toutes nos parties, on accepte de voir toutes nos parties, qu'elles soient négatives ou positives, ou, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, noires ou blanches, ou etc. Enfin, toutes nos parties qui sont là, que ce soit nos peurs avec les petits, que ce soit les parties qui peuvent avoir des doutes, etc. etc. Donc, par le thymus, on s'assoit, juste 2 minutes, on peut fermer les yeux ou pas, mettre la main sur le thymus, mettre sa pensée sur le thymus et juste se poser dedans. Parfois, ça peut être agité, on n'a pas envie de sentir, c'est difficile, certes, mais restez encore quelques minutes, acceptez ce que vous ressentez et attendez de voir ce qui monte en fait. Et ça, excuse-moi, pardon. Ça, oui. Tu conseilles de le faire plutôt avant, après chaque séance, peu importe. Tout le temps. Moi, je le fais plusieurs fois avant une séance. Là, maintenant, avant de venir, je l'ai fait aussi avant d'être en webinaire, je l'ai fait aussi. Ouais. Donc, voilà, pour être bien aligné, pour essayer de transmettre le plus possible. Donc, vraiment tout le temps. Donc, et même si c'est difficile, de le faire, de mettre au départ, de mettre des timings. Quand je me rappelle, quand j'ai commencé en psychothérapie et j'ai appris le rôle du thymus à ce moment-là, je mettais des timings en fait. Et oui, tu à chaque fois, même avant une séance, d'avoir ce temps pour toi finalement. Voilà, et le réveil, enfin le timing là, mon téléphone quand il sonnait, ah maintenant c'est mon temps avec mon thymus. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un automatisme chez moi, mais ça peut devenir un automatisme. Okay. Parce que je travaille toujours dans une dimension réparatrice. Je pars du principe, on n'est pas qu'une personne, on est plusieurs. On a plusieurs parties, on a beaucoup d'enfants, pas qu'un seul, énormément d'enfants. Énormément de peurs qui sont vraiment en profondeur cachées. Voilà. Et surtout faire des micro-pauses. Et si vous avez du mal à faire des micro-pauses, donc aussi mettez une alarme.
Et rappelez-vous qu'il faut faire maintenant une pause. Faire des pauses pour vérifier comment on est dans notre corps. Si vous faites du tapping, vous pouvez faire du tapping, des étirements par exemple. Et moi, ce que j'aime bien, si on prend notre pouce, la main à ce niveau-là est massée. Je fais de je vais y arriver, acupressure. Voilà. Et donc, doucement, comme ça, on met le pouce entre les deux doigts. Et ça calme, ça calme. Même quand on est en réunion, on se sent un petit peu agité ou quoi. Juste masser à ce niveau-là et ça marche. Il y a autre chose, c'est un ancrage en pensant aux plantes des pieds. Qu'on est assis, qu'on est debout, juste on met notre pensée aux plantes des pieds et on imagine un point central au niveau du pied, les deux. Et tout d'un coup, il y a quelque chose le fait de faire ce geste, il y a quelque chose qui se calme automatique. Donc on est là, ici et maintenant. Et autre chose, comment rester aussi aligné, c'est nommer son ressenti, sans culpabilité. C'est OK qu'on soit déstabilisé. On est toujours à un moment donné déstabilisé, c'est normal. De dire, je sens une tension monter, je prends une pause. Qu'est-ce que mon client ou ma cliente, ou mon patient, ma patiente, a réveillé chez moi? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? On rencontre quelqu'un et on est tous comment on appelle ça? Je suis en train de perdre mes mots en français, je vous prie de m'excuser. Un miroir. Donc, on miroite l'un et l'autre nos relations. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout s'entourer, avoir des soutiens de pairs, en supervision, en intervision, faire des cercles, donc des supervisions, des intervisions de groupe, dans un espace confidentiel pour déposer des questions, pour déposer des doutes. Et comme ça, on renforce notre posture de coach et on peut aussi s'inspirer quand on est en groupe, on peut aussi s'inspirer au contact d'autres praticiens. Moi, je me rappelle quand j'ai fait la thérapie de groupe, j'étais moi-même une cliente à l'époque et donc il y avait 2 femmes dans le groupe qui m'agaçaient. Ça m'exaspérait à chaque fois. Elles commentaient, elles disaient des choses et je me sentais tout le temps attaquée. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que ces 2 femmes représentaient mes 2 tantes en fait. Mes 2 tantes qui, je voulais toujours être la bonne fille pour leur plaire, pour que je garde le lien et elles m'aiment toujours parce que c'était mes tantes maternelles et je les aimais énormément et parce que voilà, elles veulent mon bien. Donc, comme je viens d'une famille libanaise, on a tendance, les tatas, à s'immiscer un petit peu dans la vie de leur nièce-neveu. Et donc, ces 2 femmes reflétaient vraiment les 2 tatas chez moi. Et après, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'ai commencé à travailler et à accepter ma relation avec mes tantes. Et donc, tout ce que ces femmes, donc la porte chez moi, une fois elle était fermée, ces 2 femmes ne me disaient plus des commentaires malveillants. Et comme s'il y avait une porte qui s'était fermée parce que moi, j'ai accepté d'avoir des tatas comme elles sont. J'ai accepté de voir qu'elles sont comme elles sont et je ne peux pas les changer. Et c'est leur amour pour moi qui font qu'elles s'investissent comme ça dans la relation avec moi au moment où ça m'a étouffée. Voilà. C'est un exemple. Comme ça, on se rend plus compte aussi. C'est bien d'imager avec des exemples. Ouais. Et après, il y a des micro-ajustements relationnels. Donc, toujours poser plus de questions que de donner de réponses. Questionner son client. On questionne avant tout de suite de donner. Je sais qu'avec les coachs, il y a des outils, il faut aller. Mais avant de donner cet outil, questionner la personne. Ça peut être intéressant avant de donner une solution. Comme ça, la personne, elle va avec des questionnements et elle va apprendre petit à petit à se responsabiliser. Et faire confiance au processus. Toujours regarder les processus. Alors, en fait, comme je vous ai déjà dit, je vais me répéter un tout petit peu, c'est que chaque séance nous apprend, même en tant que thérapeute. Une séance n'est jamais à sens unique. Le thérapeute est aussi travaillé par ce qui se joue. Il découvre ses propres limites, ses zones de résonance et ses réactions émotionnelles. C'est ce qui rend la posture vivante et toujours en mouvement, ce qu'on appelle en Gestalt l'awareness. C'est d'être en constance mouvement de conscience, d'avoir toujours awareness de ce qui se passe. C'est ce qui rend la posture aussi vivante et toujours en mouvement, comme j'ai dit, et chaque rencontre va devenir un miroir où se révèle aussi notre humanité. Et c'est OK d'être humble devant son client et de dire « je ne sais pas » ou « là, je ne peux pas vous aider », par exemple. Donc, il y a quelque chose. Mais on peut, par exemple, explorer d'autres pistes de cette manière-là, une autre perspective, par exemple, de cette façon-là.
Voilà. Next slide, s'il te plaît. Donc, et surtout quand on est en groupe, les uns reflètent aux autres des angles morts, des forces ou des fragilités. Donc, ce qui se joue dans le groupe, il va y avoir des alliances, des résistances, des émotions partagées. Donc, c'est un vrai laboratoire relationnel. Quand on sent, ah, il me dit quelque chose, mais avec mes lunettes à moi, ma perspective à moi, je l'ai reçu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette personne a reflété chez moi? Peut-être ma relation avec ma tata, par exemple, ou avec mon père, ou avec ma mère, etc. Chacun peut expérimenter l'intelligence psycho-émotionnelle. Accueillir ses ressentis est trivial. Observer ceux des autres et ajuster sa présence. Donc, le take-home message, c'est s'épuiser dans l'accompagnement ne vient pas du nombre de clients, mais du poids émotionnel, de l'isolement et d'une posture qui n'a pas été travaillée. Et la Gestalt, elle va nous rappeler que primo, c'est notre posture et notre premier outil. Elle se nourrit de présence de conscience et d'ancrage psycho-émotionnel. Tout est dans le processus. Que se passe-t-il entre le thérapeute coach et sa clientèle, que ce soit en one-to-one ou que ce soit en groupe? Et avec des réflexes simples, on va stimuler le thymus, s'ancrer par le corps, reconnaître ses résonances. On peut transformer son énergie, sa clarté et sa pratique, mais ces ajustements ne s'intègrent vraiment que lorsqu'on est vraiment accompagné, que ce soit en supervision, travail de groupe et miroir avec d'autres praticiens. Next slide, s'il te plaît. Et comme une question d'ouverture, et ça je la mets toujours même pour les professionnels de la santé et des naturopathes, je travaille, donc je suis aussi solo chercheur, je fais beaucoup de recherches en psychosomatique et il y a un médecin que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, un médecin allemand décédé d'ailleurs, qui s'appelle le docteur Gerd Hammer. Et lui, il a dit que le système immunitaire n'est pas un mécanisme de défense contre l'extérieur, mais c'est un système identitaire. C'est ce qu'on apprend aussi en médecine anthroposophique. Il réagirait surtout aux chocs émotionnels et conflits non résolus et participerait au processus de guérison lors de leur résolution. Son fils a eu un cancer, son fils a eu un accident, il est décédé. Il a tout de suite après développé un cancer. Et donc, il a combattu son cancer de fil en aiguille. La somatisation a été très profonde. Il a réussi à s'en sortir, mais quand même, il n'a pas vécu jusqu'à 100 ans. Et moi, ce que je dis, c'est que on peut, en tant que thérapeute, en tant que professionnel de la santé, que ce soit pharmacien, médecin, naturopathe, égal, psychothérapeute, je vois énormément qu'ils ont une posture de pouvoir sur le client, le patient. Et c'est là c'est triste parce qu'en fait, on est au même niveau. On se questionne l'un et l'autre. Le savoir est facile d'accès, mais la connaissance est un chemin à arpenter. Il faut traverser des embûches pour atteindre la connaissance. Et la connaissance, elle est atteinte par la connaissance de soi en profondeur. La connaissance n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte de lire vos questions, vos partages. Et sinon, après, on peut passer au petit cadeau et au quiz surtout. Oui, moi, j'avais recueilli aussi des petites questions en amont. J'ai vu que là, dans le chat, du coup, on a une des coachs de santé, naturopathe, consultant bilan de compétences, coach professionnel. Donc, c'est super, on a un petit peu de tout. N'hésitez pas même à partager peut-être des situations qui vous ont mis en difficulté et sur lesquelles vous aimeriez avoir des conseils ou un retour de Joyce éventuellement. Et moi, je vais retrouver mes petites questions qu'on m'a posées un petit peu avant. Donc, il y en a peut-être déjà un peu abordé certains sujets qui sont à peu près similaires. Mais si tu veux bien repasser peut-être éventuellement sur les questions assez rapidement. J'avais une question, moi, c'était comment poser des limites sans me sentir froide ou distante? Pourquoi, la question que je pose, alors c'est pas une naturopathe ou coach ou parce que chaque profession c'est un petit peu distinct. Ouais, elle m'a pas précisé. D'accord, pas grave. Ouais. Mais donc t'as pas la personne en live, donc voilà, ok. Donc parce que je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'elle considère que elle est froide. Qu'est-ce qui fait qu'elle va considérer ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que dans sa perspective, dans son histoire, dans son point de vue, si elle fait ça,
elle considère qu'elle va être froide. Oui, c'est plus se questionner sur la perception qu'on pourrait se donner. Mais finalement, je pense que qu'il y a beaucoup aussi qui peuvent penser ça, effectivement, même en tant que personne lambda. C'est vrai que de poser ses limites, on a l'impression que tout de suite, on va être perçu comme le méchant presque de l'histoire, en fait. Oui, parce que ça vient de nos parents. Il faut toujours être gentil pour être aimé. Il faut toujours faire plaisir aux autres pour être aimé. Et donc, on s'efface, on n'existe pas. Alors qu'en tant que thérapeute, on a aussi nos limites. On ne peut pas tout pour la personne. Et il y a des clients qui sont envahissants. Et avec ces clients envahissants, il faut surtout se protéger. Et accepter qu'on ne peut pas être tout pour le client. Donc, le client doit aussi vivre une certaine frustration. Parce qu'en fait, c'est que le client n'a pas appris ce que c'est la frustration. Et s'il a vécu trop de frustration aussi, c'est qu'il n'a pas été contenu par ses parents. Donc, ce que va faire le thérapeute, ben, c'est un petit peu, voilà, il va être le thérapeute bienveillant, pas la mère ou le père, mais le thérapeute bienveillant de dire, ben, là, je ressens qu'il y a, je mets ma limite et attends de voir ce qui se passe. Si la personne en face, elle va commencer à réagir et il y aura une frustration, ben, mettre des mots. Donc la personne, la thérapeute va dire, ou la naturopathe va dire, je ressens que vous avez une frustration. Pouvez-vous m'en parler? Donc vraiment nommer, mettre des mots, la nommer. Donc ne pas avoir peur de mettre une limite, parce qu'on a besoin de mettre cette limite, parce que c'est juste des fausses croyances. De se dire ça, c'est une fausse croyance. On m'a appris que, mais ça, c'est une fausse croyance. La limite est importante. Et quand l'autre réagit de manière agressive ou de manière frustrée, j'observe, de dire j'observe que vous avez une frustration. Qu'est-ce qui se passe? On peut en parler? Et il y a tout de suite, il y a quelque chose qui se calme. C'est impressionnant. Ouais, questionner en fait. Ouais. J'ai aussi dans le chat Maud qui a demandé, doit-on forcément prendre un superviseur qui a notre pratique? Elle est hypnothérapeute. Qui a une autre pratique? Qui a la sienne de pratique. Par exemple, je pense qu'elle voulait dire un superviseur vraiment hypnothérapeute, spécialisé dedans. Ben, en fait, on a tous besoin d'un superviseur pour voir comment ça se passe dans nos séances. Dans l'hypnothérapie, certes, mais quand vous faites de l'hypnothérapie, il y a aussi un moment où vous êtes en train d'absorber les émotions des autres. Après, vous allez me dire, vous êtes en train de faire de la sauge, de nettoyage énergétique, etc., etc. Mais la question est, comment est votre posture par rapport à cela? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en hypnothérapie, on a beaucoup le contrôle, c'est-à-dire on prend le contrôle sur l'autre. Voilà. Et donc le client, bien qu'il ait conscience, mais il n'est pas en conscience. Donc, il faut faire juste une petite attention à comment on est positionné. Est-ce qu'on est positionné dans une situation de pouvoir? On est positionné dans une situation où il y a un échange? Comment on est positionné avec notre client? Et on a toujours besoin de notre père parce qu'à un moment donné, ben, si vous avez des symptômes vous-même, des tensions corporelles, c'est très bien parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si en fait vous remarquez rien, donc vous pouvez questionner votre attitude, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Est-ce que il y a quelque chose qui bloque dans votre accompagnement? Est-ce que vous voyez il y a une difficulté avec une clientèle où vous n'arrivez pas et ça marche pas? Donc on a toujours besoin. Moi-même, je suis en supervision étant psychothérapeute avec X années derrière moi, avec beaucoup de travail sur moi-même. On a toujours besoin de, même les thérapeutes qui ont 65 ans, 70 ans, qui continuent leur métier ou qui sont même coach, ils ont toujours besoin de supervision pour toujours réguler, auto-réguler qu'est-ce qui se passe. Et oui, du coup, elle peut quand même faire appel, par exemple, à une superviseure, je pense à toi, notamment en gestalt thérapie, même si elle fait de l'hypnothérapie dans sa pratique, par exemple. Oui, donc peu importe que ce soit hypnose, même autres psychothérapeutes, parce que même les psychothérapeutes, peu importe leur spécialité, ont besoin normalement de supervision. Et si ce sont des personnes en gestalt thérapie, ils doivent être obligatoirement déjà en supervision, par exemple. Voilà, donc juste pour expliciter combien la supervision est importante, on a toujours besoin d'autorégulation, même en étant hypnothérapeute.
Ok, très bien. J'espère qu'on a répondu à ta question, Maud. N'hésite pas, si tu as besoin de plus de précision, à nous écrire dans le chat. Moi, j'avais aussi d'autres petites questions. Tac, tac, tac. Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un qui culpabilise de ne pas avoir réussi, entre guillemets, à aider? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur sa pratique et sa posture? C'est pas le thérapeute ou le coach qui est responsable. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, les chemins quand on accompagne quelqu'un, soit on est aligné, on continue ensemble, soit à un moment donné, le client, il part, il ne reste pas. Mais c'est pas la faute du thérapeute, c'est en fait le client, il ne peut pas plus. Il est limité, il est dans sa propre limite. Donc, ce que le thérapeute croit être sa propre limite, en fait, c'est la limite du client. Il ne peut pas aller plus loin. Et c'est à accepter, en fait. Mais ça ne veut rien dire de notre pratique. On va attirer toujours les bons clients pour notre profil, pour nous-mêmes. J'espère avoir répondu. C'est important de le rappeler, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a la culpabilité qui se met presque tout de suite en place, finalement. Et je trouve que c'est bien de rappeler que ce n'est pas forcément lié que au thérapeute, finalement. Check. Donc, j'avais aussi comment gérer un client hypersensible ou trop fusionnel sans se perdre. Alors, déjà mettre la limite. Donc, oui. Déjà, la détecter, ça, c'est génial. Donc, c'est que la thérapeute a détecté cela, c'est super. Mais pourquoi, ma question sera la suivante, c'est pourquoi on n'arrive pas à mettre la limite? Pourquoi elle n'arrive pas à dire, attendez, là, il y a un côté envahissant. Parce qu'en fait, les clients, ils sont soit dans l'envahissement, donc soit dans le vide, parce qu'ils n'ont pas appris, tout dépend de leur histoire émotionnelle, ils n'ont pas appris de leurs parents comment ajuster leur équilibre émotionnel. Donc, soit ils sont envahis, soit ils sont dans un total vide. Et comme ils ont peur du vide, de ressentir le vide, donc ils vont envahir. Et quand un client va venir voir un thérapeute, il croit que le thérapeute va être son sauveur. Il voit tout en lui, donc il faut absolument qu'il me donne tout pour que j'aille bien. Parce que le client ne veut pas ressentir sa douleur et il veut une baguette magique. Et là, c'est à nous d'éduquer, entre guillemets, nos clients que chez nous, il n'y a pas de baguette magique. Et c'est pour ça que donc c'est bien qu'il y a la fusion, qu'elle a ressenti ou qu'il a ressenti, donc la fusion, la question est que pourquoi vous ne posez pas la question, ok, là, je ressens, qu'est-ce que vous essayez de me communiquer? Pourquoi il y a un côté fusionnement? Ou bien, par rapport au thérapeute, qu'est-ce que ce client a reflété chez lui? Il y a aussi le thérapeute qui est peut-être aussi un côté fusionnel. Et donc, ça se mélange entre les deux. Pourquoi aussi le thérapeute est fusionnel? Il a peur il a peur de perdre le client, ou bien il a peur d'apprendre au client de prendre ses responsabilités, de devenir son propre auto-guérisseur. Donc, c'est ça, des questionnements, voilà. Mais après, il faut que je connaisse le cas, il faut que je connaisse la personne. Voilà, donc là, juste en train de donner un petit peu des généralités. Globale, générale, ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment savoir quand on est trop impliqué dans ce que vit le client? Il y a peut-être, enfin, en instantané, peut-être pendant qu'on est en train de faire justement le rendez-vous avec le client. Est-ce qu'il y a des petits signaux ou symptômes immédiats en fait à détecter? Oui, quand on remarque, par exemple, on est assis et d'un coup, il y a quelque chose qui bouge en nous, ou bien on n'est plus du tout assis correctement, on commence à bouger à droite et à gauche, ou sinon notre posture, elle est plus du tout droite, mais on a tendance à se pencher vers le client. Ou sinon, par exemple, on peut être avec un stylo et voilà, jouer avec le stylo, par exemple, voilà. Ou il y a une acidité qui monte, ou voilà. Donc il y a des gestualités qui fait que, ou sinon on est comme ça, ou voilà. On regarde juste notre posture, comment on est. Est-ce qu'on arrive à respirer? Juste faire un petit point. Elle est où ma respiration? Ah, oui, il y a quelque chose qui bloque, ok. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc directement questionner le processus. Donc n'hésitez pas à questionner l'autre, questionner la personne. Ok, top.
Je vois qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'en aurais une petite dernière. Oui. Quelle différence tu fais ou qu'est-ce que tu recommanderais de mieux, on va dire, entre la supervision, pour le coup, que tu fais toi, avoir une thérapie perso à côté ou faire plutôt une formation continue, finalement? Parce qu'il y a peut-être 3 axes à envisager quand on est thérapeute, mais lequel serait le mieux, finalement? Ça dépend en fait au cas par cas. Soit par exemple, on fait des séances de supervision régulières afin de pouvoir stabiliser notre posture, surtout pour ceux qui viennent de débuter. Donc on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Donc ça, c'est très intéressant qu'on soit accompagné pour bien garder, ne pas se faire bouffer par nos clients au départ. Donc ça, c'est une formule très intéressante. Il y a aussi une autre formule, même pour les avancés, que ça fait un petit moment qu'ils sont dans le domaine, de faire des séances de partage, donc de travailler. Donc c'est des supervisions en groupe, ce que j'appelle, afin de régulier, de se dire ok, de voir qu'est-ce qui se passe, de venir avec son cas et de voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est aussi une formule qui est très intéressante, surtout pour ceux qui sont avancés. Et il y en a qui veulent juste des one-shots, donc ça dépend aussi de la personne, mais moi, je conseille toujours d'aller toujours plus loin dans la connaissance de soi. Donc, en tout cas, je l'ai fait pour moi, je continue de le faire aujourd'hui. Et donc, pour tout coach, pour tout accompagnateur, il est très judicieux de se faire accompagner pour pouvoir bien accompagner autrui. Parce que rester comme ça peut être dans ça peut être dans le temps, de temps en temps, de faire des séances. Ça peut être ponctuel. Ça dépend de la personne et ça dépend où elle est. Oui, du besoin aussi. Ouais, ok. D'accord, super. Si c'est tout bon pour vous, pour les personnes encore présentes, on va passer au petit cadeau et au petit test. Hop, je te mets sur la slide. Hop, et je mets également donc le petit test. Vous pouvez y accéder directement dans le chat avec le petit lien. Si tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce petit test. En fait, c'est vraiment pour voir un petit peu où vous en êtes, comment vous vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce qui vous perturbe. Et donc, c'est vraiment un petit côté, on va dire, un scanning en fait de votre état des lieux. Ok, super. Et pareil, après, en fonction des résultats que vous obtenez, si jamais tout est ok pour vous, c'est super. Et si éventuellement il y a besoin d'approfondir un petit peu quelque chose, n'hésitez pas même à rendre réponse à Joyce, peut-être même lui transférer les résultats de ce petit test si vous souhaitez en discuter un peu plus en profondeur avec elle. Il me semble aussi que tu avais une petite promo éventuellement pour ceux qui ont assisté à ce live et qui ont regardé même le replay. Oui, alors en fait, ce que je vous propose, c'est que pour tous ceux, alors je pense, toutes les personnes qui se sont inscrites sont des personnes de Prioris, c'est ça? Qui se sont inscrites à quoi? Au live? Oui. Il y a un peu de tout. Ouais. Donc, en fait, ce que je vous propose, donc déjà ceux qui ne sont pas sur la plateforme Prioris, donc je vous conseille de le faire vraiment. Vous allez vraiment être gagnant. Et je vous propose aussi pour votre premier accompagnement en supervision, alors 10% sur votre première séance. Voilà. Et même si vous décidez de faire des séances en groupe, donc vous avez envie de groupe, donc je peux donc rassembler un petit groupe. Et donc, vous auriez aussi votre 10%. Il va falloir juste me le notifier via Prioris. Ok, super. Oui, ou même ils peuvent t'envoyer peut-être un petit mail. Je vais remettre la slide où il y a tes contacts. Comme ça sera peut-être plus simple aussi. Voilà, si vous voulez éventuellement parler à des collègues, même pour faire justement peut-être une supervision de groupe, ça peut être intéressant. Bon, eh bien, super. Merci infiniment à toi, Joyce, pour tout ce que tu nous as partagé. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes et celles qui vont regarder le replay.
Comme je le disais, si vous avez envie de continuer à explorer ces sujets, d'être soutenu dans votre pratique, n'hésitez pas à contacter Joyce ou à suivre son travail sur les réseaux sociaux aussi. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Merci beaucoup, Joyce, encore une fois. Et en attendant, prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci de votre présence. Merci Marion. Merci Prioris. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.